Urgent! Les drones tueurs ukrainiens ont pris le contrôle du ciel du Moyen-Orient. Échec et mat pour Poutine. Le matériel iranien s'est transformé en poussière. Zelensky a sorti un atout mortel. Le second front a explosé. L'Azerbaïdjan entre en jeu. Tandis que les forces armées ukrainiennes incendient Moscou, Bakou passe en mode vengeance totale. La préparation finale est terminée. Un coup dévastateur qui va balayer à la fois Téhéran et Moscou d'un seul coup. Le monde retient son souffle dans l'attente du dernier soupir des dictateurs. En ce moment même, les forces de défense ukrainiennes transforment le front en un blockbuster sanglant en temps réel. L'armée de Poutine a officiellement reconnu sa défaite. Nos troupes percent les lignes ennemies par vagues et libèrent des villes. Choc. Le ciel tremble sous l'effet d'une puissance dont on n'osait même pas murmurer auparavant. Une performance remarquable de nos ingénieurs. Des génies ukrainiens ont créé une arme qui a resserré l'étau autour du cou de Poutine. Plus de détails à ce sujet dans notre numéro Point chaud. C'est arrivé. Kiev prend le contrôle du Moyen-Orient. L'arme monstre ukrainienne ferme le ciel. Seuls les nôtres en sont capables. La partie d'échec mondial est bouleversée. L'Ukraine dicte de nouvelles règles du jeu. Comment nos ingénieurs ont-ils fait ce qui choque même l'Occident? Regardez, l'Ukraine devient une partie du système de sécurité du Moyen-Orient. Abattre les Shahed s'est avéré plus difficile que ce que les Américains avaient prévu. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, ainsi que le chef du comité des chefs d'état-major réunis, Dan Kane, l'affirment ouvertement. Ils ont reconnu que les Shaheds iraniens posent un problème plus important que ce qui était initialement prévu, car ces drones volent bas et lentement et peuvent mieux éviter les systèmes de défense aérienne que les missiles balistiques. Alors que les pays de la région tentent de se protéger contre les drones d'attaque iraniens, c'est précisément l'expérience ukrainienne dans la lutte contre les Shaheds qui devient d'une importance cruciale pour les alliés. L'attaque combinée de drones et de missiles que l'Iran utilise actuellement est en fait une nouvelle technique de guerre. Lorsque les moyens classiques de défense antiaérienne sont submergés par des drones moins coûteux, puis que des missiles balistiques arrivent ensuite, il n'existe pas d'arme miracle contre cela. C'est tout un système qui doit fonctionner. En Ukraine, ce système a été construit pendant des années. Selon le Financial Times, les États-Unis et au moins un État du Golfe Persique sont déjà en pourparlers pour acheter des drones intercepteurs ukrainiens. Ils prévoient de les utiliser pour se protéger contre les drones iraniens Shahed, dont Téhéran a accumulé des dizaines de milliers et qu'il utilise activement dans la région. L'intérêt pour les systèmes ukrainiens ne tient pas seulement à leur efficacité, mais aussi à leur coût. Un drone iranien, Shahed, coûte environ 30 000 $, tandis qu'un missile intercepteur Patriot revient à plus de 13 millions. Les drones intercepteurs ukrainiens, en revanche, coûtent plusieurs fois moins cher et ont déjà prouvé leur efficacité dans la guerre contre la Russie. Tout cela, configuré, organisé en plusieurs couches, établir des priorités, mener certaines actions de coordination, c'est précisément ce qui leur manque, car ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine. C'est précisément l'Ukraine qui a été la première à utiliser massivement des drones intercepteurs de série, coûtant seulement quelques milliers de dollars, pour détruire les versions russes des Shahed, qui sont régulièrement lancées par vagues contre les villes et infrastructures ukrainiennes. C'est justement pour cette expérience, afin que nous aidions à rendre ce système aussi efficace que possible dans les plus brefs délais, que, je pense, nos spécialistes sont sollicités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la volonté de Kiev de partager avec le Moyen-Orient son expérience et même ses moyens d'interception des drones iraniens. Ils veulent notre expertise. Nous sommes ouverts. Si leurs représentants viennent, nous fournirons notre expertise. D'autant plus qu'il y a des demandes de la part des Européens et des États-Unis d'Amérique. Nous recevons des demandes nous invitant à partager notre expérience avec nos partenaires du Moyen-Orient. En échange, Kiev espère obtenir ce qui manque cruellement à l'Ukraine elle-même, des missiles pour les systèmes de défense anti-aérienne Patriot. Nous sommes nous-mêmes en guerre et j'ai dit très franchement, nous manquons de ce que possèdent. Ils ont des missiles pour les Patriots, mais avec des missiles Patriots, ils ne pourront pas abattre des centaines ou des milliers de Shahed. C'est très coûteux. Pour les gens, on ne regrette rien. C'est compréhensible. Mais ils n'ont tout simplement pas autant de missiles. C'est pourquoi ils ont besoin de drones intercepteurs que nous possédons. Et nous manquons de missiles. PAC 2, PAC 3. C'est pourquoi, si l'on parle d'échange de technologie, d'échange d'armes, je pense que notre pays sera ouvert à cela. L'Iran continue de porter des frappes chaotiques contre les pays du Golfe Persique, en particulier les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et Amman sont sous attaque. De plus, Téhéran frappe également des installations militaires d'autres pays européens.
Parmi eux figurent l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Nous avons besoin d'histoires actives. Lorsque nous nous intégrons dans l'espace européen, lorsque nous agissons avec l'Europe et que l'Europe voit que nous sommes un atout, que nous sommes une aide puissante, disons-le ainsi, un renfort, un renforcement et que ce sont de nouvelles technologies. Je pense que les avantages de l'unification sont bien plus importants que les nouveaux risques que nous pourrions encourir directement de la part de l'Iran. L'Ukraine a prouvé une fois de plus que Kiev est un allié indispensable pour les pays européens. Même avec des ressources limitées, l'expérience et la technologie ukrainienne permettent de défendre non seulement ses propres villes, mais aussi d'assurer la sécurité de ses alliés à l'autre bout du monde. Choc, explosion d'une bombe géopolitique. L'Iran a franchi la ligne rouge et a attaqué l'Azerbaïdjan. L'aéroport est en feu. Il y a des victimes. Aliyev a donné un ordre urgent. L'armée a été placée en état d'alerte maximale. C'est parti, il n'y aura pas de pitié pour les agresseurs. Le point d'acier de Bakou plane déjà au-dessus de l'ami de Poutine. Découvrez tous les détails. L'Iran a frappé l'Azerbaïdjan avec des Shahed. 2 drones ont touché le bâtiment de l'aéroport et une école. Nous exigeons que nos frontières soient respectées. Nous n'avons jamais franchi illégalement les frontières d'un autre pays. Ainsi, notre message était très simple, ça suffit. Nous avons fait comprendre de manière amicale et discrète qu'il fallait que cela cesse. Ce vol de drone était-il en direction de la Turquie ou bien l'Iran l'a-t-il délibérément envoyé pour mener, disons, une telle reconnaissance? Oui, sur le territoire de l'Azerbaïdjan, y compris, où ce drone est-il tombé? Près de l'aérodrome. Ainsi, il est possible que l'Iran vérifiait s'il n'y avait pas de troupes occidentales stationnées là-bas, principalement par Israël ou les États-Unis d'Amérique. Pendant ce temps, l'Azerbaïdjan déploie sa défense anti-aérienne et met une partie de son armée en état d'alerte renforcée. Des unités ont été transférées dans les zones frontalières et les congés des militaires ont été annulés. Les 2 pays sont à un pas d'un nouveau conflit. Le principal risque, en effet, concernant l'Azerbaïdjan, c'est sa fonction logistique, notamment dans le domaine de l'énergie. Et pour frapper cette infrastructure, l'Iran n'a pas besoin de mener une longue opération militaire terrestre, en effet. Autrement dit, cela peut vraiment être mis en œuvre comme un certain plan visant avant tout à déstabiliser sur le plan énergétique les Européens et les États-Unis d'Amérique. L'Azerbaïdjan a pris des mesures spéciales après qu'un missile balistique iranien a été lancé en direction de la Turquie, principal partenaire et protecteur de l'Azerbaïdjan. Dans un contexte de tension régionale, nous ne permettrons pas que la sécurité de nos frontières soit mise en danger. La Turquie, en aucune circonstance, ne laissera la défense du pays au hasard et agira avec détermination. Toutes les mesures nécessaires sont prises en coordination avec les alliés de l'OTAN. La réaction face aux menaces potentielles sera immédiate. Les forces armées sont en état d'alerte maximale et les systèmes de défense aérienne fonctionnent en mode renforcé. Auparavant, il était évident que l'Azerbaïdjan souhaitait rester neutre. Ils ont activement tenté d'établir des relations avec l'Iran, car ils partagent une frontière commune de 700 km. Et il n'y a tout simplement pas d'autres options. Le président Aliyev a même envoyé une lettre officielle à l'Iran pour présenter ses condoléances suite au décès du leader Ali Khamenei, et s'est également rendu personnellement à l'ambassade d'Iran pour lui rendre hommage. Je considère qu'à l'heure actuelle, les relations entre nos pays sont peut-être au plus haut niveau de toute l'histoire de notre coopération. Et, sans aucun doute, l'Iran et l'Azerbaïdjan, en tant que 2 pays frères, doivent coordonner leurs efforts et contribuer au développement dans des conditions de paix durables et à long terme, au bénéfice de tous les pays de la région. Les risques d'une escalade ultérieure à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan sont tout à fait réalistes. En ce qui concerne l'éventualité d'un certain type d'opération spéciale préventive de la part de l'Azerbaïdjan contre l'Iran, il m'est particulièrement difficile d'y accorder du crédit pour l'instant, dans le contexte actuel. Il me semble que les 2 parties sont bloquées dans une sorte de position intermédiaire et attendent les prochains mouvements l'une de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, une agression contre un autre pays, qui est loin d'être le plus faible, ne serait pas avantageuse pour l'Iran lui-même. Mais dans ce cas, il est évident que l'Azerbaïdjan serait entraîné dans un conflit militaire, ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt de l'Iran. Cela aussi est absolument évident. Une activation de l'Azerbaïdjan et donc de la Turquie, puisqu'ils sont des partenaires militaires stratégiques, est précisément ce dont l'Iran n'a pas besoin en ce moment, compte tenu de sa situation intérieure complexe.
Il ne reste plus qu'à espérer que le régime terroriste iranien tombera bientôt et qu'il n'aura pas le temps de causer beaucoup de tort et de souffrance aux pays pacifiques et civilisés. Le fiasco sanglant de Poutine, le nettoyage total du Sud, les occupants fuient dans la panique. L'Ukraine reprend ce qui lui appartient en direct. Le front sud de la Russie s'est effondré, c'est le début du grand final. La contre-offensive ukrainienne a pris une ampleur folle qu'il est désormais impossible d'arrêter. Nos défenseurs percent la défense ennemie comme une boîte de conserve. Regardez les détails. Les forces de défense de l'Ukraine avancent avec succès dans la direction d'Alexandrovsk et reprennent aux ennemis une localité après l'autre. Aujourd'hui, je peux féliciter avant tout notre armée. Toutes les forces de défense et de sécurité, bien sûr, car à ce jour, 300 km ont été libérés. Nous savons que le commandement russe de niveau intermédiaire a peur de rapporter ce qui s'y passe. Ils ne peuvent même pas imaginer comment cela a pu arriver, car sur leur carte, c'est un territoire qu'ils contrôlent. Mais pour être honnête, ce n'est déjà plus le cas. Le territoire qu'ils contrôlent. Et pour être franc, ce n'est déjà plus le cas. Pour être plus précis, à ce jour, ce sont déjà 400 km² qui ont été libérés. Les analystes affirment que cela compromet déjà les plans de l'ennemi pour la campagne offensive du printemps et de l'été. Actuellement, cela se dirige vers Gouliaïpol et plus à l'ouest, vers l'arrière profond de la Fédération de Russie, afin, disons, de couper les forces ennemies qui ont tenté de s'enfoncer trop loin dans la région de Dnipropetrovsk, dans la région de Zaporizhia. Et maintenant, ils perdent énormément. Personnel. Et le plus remarquable, le plus important dans cette situation, mes amis, c'est que l'offensive se développe sans relâche. C'est le premier, le plus significatif, le plus important facteur sur lequel l'Ukraine a pris l'avantage. Le ministère russe de la Défense a déclaré que cela n'avait rien à voir avec l'arrêt du service Starlink. Et en général, ils étaient utilisés par les Russes uniquement comme une manœuvre de diversion. La désactivation du terminal Starlink n'a pas affecté le système de commandement et de communication des unités militaires opérant dans la zone de l'opération militaire spéciale. Les systèmes de communication et de commandement en service assurent un échange d'informations stable via des canaux sécurisés. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que les terminaux Starlink sont désactivés depuis déjà 2 semaines. Mais cela n'a pas affecté l'intensité ni l'efficacité des systèmes de drones des troupes, ce qui est confirmé par des données de contrôle objectif, la destruction de matériel et de forces ennemies. Mais les correspondants de guerre russes se plaignent qu'avec la coupure de télégrammes, les communications se sont effondrées. Et les autorités russes s'en moquent. Elles craignent davantage les protestations à l'intérieur du pays et détruisent donc toutes les possibilités de communication incontrôlées. Starlink a été coupé, bien sûr. Si Telegram l'a été de leurs propres mains, Starlink l'a été par celle des autres. Apparemment, cela a même été officiellement reconnu comme souhaitable au plus haut niveau de la Fédération de Russie. Et vous savez quoi ? Et vous savez, il y a probablement des décisions difficiles à venir, entre guillemets. Nos autorités ont décidé qu'il valait mieux que les troupes aient des difficultés, car il pourrait y avoir à l'avenir des événements désagréables, en fait, dans la vie du pays, qui pourraient provoquer de très grandes protestations sociales. Des problèmes colossaux de communication. En ce moment, sur le front, les Russes rencontrent évidemment des difficultés, aussi bien dans la campagne à venir qu'ils avaient planifiée et qui est déjà en train d'échouer pour Poutine. Et bien sûr, cela concerne aussi la situation sur le terrain, comme ils aiment le dire en Russie, au sein du commandement politico-militaire, si l'on parle de ces actions offensives des forces armées ukrainiennes dans la direction sud. Les partenaires vont augmenter les livraisons d'armes offensives à l'Ukraine, ainsi que de moyens de défense anti-aérienne, afin de protéger plus efficacement l'arrière. Le soutien en matière de drones va également s'intensifier. Cela concerne les frappes de précision et le niveau de soutien de base, y compris pour les unités d'assaut par drone qui fonctionnent de manière assez efficace. Il y aura également certaines annonces concernant l'artillerie à guidage laser. Autrement dit, nous prévoyons d'augmenter les livraisons de cette artillerie, plus précisément d'en recevoir davantage de la part de nos partenaires. De l'artillerie ? Il est évident que dès que Poutine perdra cet atout, dès que ses missiles et ses drones ne pourront plus atteindre leurs cibles, SA, guerre, cela deviendra encore plus problématique pour lui, car ces attaques sont également diffusées à la télévision et sur des chaînes Telegram russes. Et quand tout cela aura disparu, de quoi se vantera-t-il ? Que va-t-il montrer et démontrer ? Et surtout, de quoi va-t-il menacer ? Absolument rien. La Russie a aussitôt protesté, alléguant des livraisons européennes d'armes nucléaires et des projets d'attentats visant le réseau gazier. Eh bien, les médias ont probablement commencé à faire état de leurs tentatives ou de leurs intentions d'utiliser ne serait-ce qu'une forme quelconque de composante nucléaire.
ils comprennent probablement comment cela pourrait se terminer. En ce moment, nos informations opérationnelles sont également relayées par les médias, celles d'aujourd'hui. Elles devraient l'être probablement si tu n'as pas eu le temps de regarder quoi que ce soit, mais il s'agit d'une possible explosion. De nos systèmes gaziers au fond de la mer Noire, c'est ce qu'on appelle le Turkish Stream. Et le Blue Stream, ils n'arrivent pas à se calmer. Il est évident que la situation de Poutine et de son armée devient de plus en plus difficile et qu'elle va empirer tant qu'il compte poursuivre sa guerre d'agression. La puissance ukrainienne déchire les occupants en morceaux. Nos ingénieurs ont accompli un miracle. La nouvelle balistique ukrainienne réduit la LRF en cendres et la Grande-Bretagne prépare une arme du jugement dernier pour les forces armées ukrainiennes. Londres entre dans le jeu russe, l'effondrement de la défense russe, tandis que Moscou se vante de sa vieille ferraille, l'Ukraine et la Grande-Bretagne ont uni leurs efforts pour créer un point mortel. Voyez les détails. Un nouveau niveau et une nouvelle échelle. L'Ukraine accélère le développement de sa propre production de défense avec ses partenaires. En 4 ans, l'Ukraine a multiplié par 35 sa production d'armes, passant à des modèles de haute technologie. Parmi les développements clés figurent les missiles de croisière, Flamand Rose, le complexe Grom 2, les missiles antinavires Neptune et les drones. Cela permet de frapper efficacement les raffineries de pétrole, la logistique et les états-majors des occupants. Les missiles ukrainiens terrorisent depuis longtemps les Russes car ils atteignent l'intérieur du pays de Poutine. Les missiles Sapsan représentent une menace sérieuse pour la Russie car ils surpassent même les attaques MS en puissance. Plus de 500 entreprises ukrainiennes participent au développement et à la production de drones. Les capacités de production permettent de fabriquer plus de 2 millions de drones par an, y compris des FPV, des systèmes de reconnaissance et d'attaque. L'Ukraine, en collaboration avec l'Allemagne, développe activement des partenariats de défense, créant des entreprises pour la production de drones. Tout récemment, une entreprise allemande a présenté une nouvelle génération de drones cibles. L'accent sera mis principalement sur le faible coût et la possibilité d'une production en série de ces drones. Il convient de noter que, compte tenu des caractéristiques tactiques et techniques, cela pourrait avoir un impact significatif sur les capacités de l'armée russe. Au moment du redéploiement du personnel, des véhicules blindés lourds et des armes directement sur la ligne de contact des combats. Des drones ukrainiens, P1 pourrait également couvrir le ciel de Dubaï. Les États-Unis et les pays du Golfe envisagent d'acheter des drones pour combattre les martyrs iraniens, rapporte le Financial Times. Les drones coûtent plusieurs fois moins cher que les missiles Patriot. Par conséquent, compte tenu des importants stocks de drones dont dispose l'Iran, la région recherche des solutions de défense aérienne plus abordables. Au plus haut niveau de représentation, et nous parlons du Premier ministre britannique, il a été déclaré que les Alliés envisagent la possibilité d'attirer les opérateurs ukrainiens de drones en contrepartie des développements innovants de l'industrie de défense ukrainienne, au moment de fermer le ciel au-dessus des bases militaires des Alliés dans le Golfe Persique et par conséquent directement au-dessus des pays d'Europe. Avec D'ici 2026, 10 co-entreprises avec l'Ukraine pour la production de différents types de drones commenceront leurs activités dans 5 pays européens. Le Royaume-Uni développera également de nouveaux missiles tactiques et balistiques qui augmenteront la puissance de feu de l'Ukraine pour se défendre contre l'agression russe. Ce projet prévoit le développement et surtout la mise en œuvre directe et la montée en puissance de la production en l'espace de 12 mois. Et d'ailleurs, la production de missiles atteindra jusqu'à 10 unités par mois. Ce sera plus sérieux. C'est un élément de pression militaire exercé par les forces armées ukrainiennes sur le pays occupant. Tout cela signifie que les développeurs ukrainiens, avec leurs partenaires, sont capables de créer des armes de haute précision qui détruisent des cibles militaires importantes. L'ennemi à Bolchaïa ou Vina. En urgence, guerre civile en Fédération de Russie, le Kremlin. En flammes, les émigrés ont déclaré une vengeance sanglante, c'est la fin du monde russe. Ce que Poutine craignait dans ses pires cauchemars a commencé. Dans les rues des villes russes, c'est un véritable carnage. Les peuples opprimés, les émigrés, ne se taisent plus. Ils sont partis à la chasse de ceux que le Kremlin considérait comme intouchables.
Les idoles d'hier de la propagande implorent désormais la pitié. Les détails dans le reportage. L'année de l'unité des peuples, proclamée par le dictateur Poutine, se déroule, entre guillemets, très avec succès. Mais qu'est-ce qui était le plus important ? Nous éprouvons un respect profond et sans fin envers tous les peuples qui faisaient autrefois partie de la Russie. C'est un respect total et sincère pour leur culture unique, pour leur tradition ancestrale ainsi que pour l'ensemble de leurs précieuses valeurs spirituelles. Les peuples opprimés de Russie ne se contentent plus de frapper des ivrognes, des Ivan-Soul dans les parcs et les cages d'escalier. Ils sont passés aux riches et aux gens à succès. Ils ont attaqué une célèbre actrice russe pro-régime et ses fils. Mes chers amis, je m'appelle Anna Artamonova, actrice, réalisatrice, mère de famille nombreuse, maman de 4 enfants. Depuis 2022, je vais sur le front. Je donne des concerts dans les hôpitaux. Mon indicatif est « Petit soleil ». J'ai vu 3 hommes courir vers moi, tous les 3 âgés de 40 ans, en survêtement de corpulence athlétique, et sous mes yeux, ils ont commencé à tuer mon fils et son ami. Ils m'ont battu cruellement à la tête et aux reins. Quant à toi? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer exactement ici, en ce moment même? Et pour quelle raison est-ce que tu fais tout cela? Présentez vos documents. Nous avons les documents, ne vous inquiétez pas. J'en doute. J'habite ici depuis 41 ans, depuis 1985. J'ai peur que vous habitiez ici. Voilà ce qui nous fait peur, à côté de vous. Partez d'ici. Des migrants ont caillassé le député Matveyev et risquent plus de 10 ans de prison de haute sécurité. J'ai été témoin de 3 jeunes hommes. 2 Tadjiks, un Ouzbek. Ils frappaient un homme avec des bâtons. Nous nous sommes arrêtés pour mettre fin à cet acte illégal. Ils ont cassé la clavicule de mon chauffeur et m'ont blessé à la tête avec une pierre. Je pense que les peines seront sévères, du moins je l'espère, parce que... Bien sûr, nous devons lutter contre la criminalité liée aux migrants. Bien sûr, les victimes de ces règlements de compte sont souvent des vétérans de l'opération spéciale qui sont haïs par la société. Je suis soldat des forces armées de la Fédération de Russie. Je travaille dans la zone de l'opération militaire spéciale. Je demande l'aide de la communauté russe de la ville de Nevinomysk. Ma famille et moi, pendant que je suis ici, sommes menacés par une famille d'Azerbaïdjanais du Daghestan. Nous venions à peine de sortir de la voiture et nous avons été frappés. Une foule s'est dirigée vers nous et là, les coups ont commencé. Andrei a été mis hors de combat immédiatement. Oui, probablement 15. Nous avons essayé de le ranimer. Un gang ethnique dans votre ville? Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde. Nous voulons promettre que la communauté russe prendra cette affaire sous son contrôle. Et les enfants de ces soi-disant vétérans qui se font frapper en groupe à l'école par des enfants d'autres nationalités. Vladimir Viktorovitch s'adresse à la communauté russe pour demander de l'aide face à la pression physique et morale constante, avec la participation de toutes les classes supérieures, originaires d'Asie centrale, ainsi qu'en raison de l'absence de réaction des responsables. En milieu scolaire, il arrive même que les enfants russes subissent des discriminations. Si leur vie vous importe, si vous voulez vivre en Russie, il est inacceptable de passer sous silence, de frapper des enfants en groupe ici et de les punir selon vos propres règles, pour je ne sais quelle raison. D'ailleurs, la soi-disant communauté russe occupe un rôle de plus en plus important dans tout ce système. Ils expliquent désormais ouvertement comment agir correctement lors de bagarres de masse avec des musulmans, qu'ils qualifient directement d'animaux. Le député Delyagin approuve cette approche. Il a même déclaré qu'il fallait interdire de louer des appartements aux musulmans à cause de leur valeur immorale. J'adresserai ma demande, y compris avec la requête de vérifier l'attribution de logements en général à nos compatriotes travailleurs qui nous enrichissent inlassablement et culturellement avec leurs valeurs traditionnelles. Alors, la polygamie, tout comme le viol d'enfants, d'un certain point de vue, c'est aussi une valeur traditionnelle. Les membres de la communauté se permettent déjà d'humilier les célébrités russes si elles ne se comportent pas de manière traditionnelle. Les membres de la communauté... Moi, je suis un peu saoul. Oh, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai vu un post et une vidéo où des personnages de notre scène, Lazariev le rétrograde et Babkina la transformiste, insultent les gars qui interprétaient des chansons russes anciennes. À mon avis, ils le faisaient de manière très digne. Cet ensemble n'oublie pas les chansons de nos ancêtres et ne nous laisse pas les oublier non plus. Mais ces personnages, comme je l'ai dit, négligents et irresponsables, font tout pour empêcher cela.
Il s'avère que peu importe à quel point les autorités prônent l'unité des peuples, on a de plus en plus l'impression que les régions russes tiennent ensemble grâce à un vieux ruban adhésif desséché, prêt à se désagréger à tout moment. Choc pétrolier, $200 le baril. L'Iran a mis le couteau sous la gorge du monde. Les prix du carburant en Ukraine vont s'envoler. Les experts alertent sur la chute du marché mondial de l'énergie. Quelles en sont les causes? Voici les détails. La guerre au Moyen-Orient continue, le prix du pétrole augmente. Cette corrélation évidente fait la une de tous les journaux du monde depuis le début de la semaine. Dans le même temps, la veille, une nouvelle déclaration du corps des gardiens de la révolution islamique a fait grand bruit. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient les oléoducs, ce qui entraînerait une hausse des prix jusqu'à $200 le baril. Parallèlement, les combattants iraniens menacent de tirer sur chaque navire qui passera par le détroit d'Armur, l'une des principales routes logistiques du transport pétrolier mondial. Une tentative de bloquer le détroit d'Armur pendant une longue période est peu probable pour le moment. Vous pouvez le voir à la dynamique des prix. Ils ont pris 10%, mais pas brusquement, car un tel blocage n'avantage personne. Bloquer le détroit est possible si les gardiens de la révolution décident d'eux-mêmes, ou si le gouvernement iranien choisit ce scénario final, jugeant la guerre perdue. Dans le même temps, la circulation à travers le détroit est déjà aujourd'hui considérablement entravée. Les compagnies ne veulent pas assurer les cargaisons empruntant cette route et des dizaines de navires s'accumulent à son embouchure. Les marchés ont réagi instantanément. La hausse des prix des produits pétroliers est déjà observée dans le monde entier. Cependant, depuis le début de la semaine, la dynamique a changé, affirment les experts. La panique a été remplacée par des calculs rigoureux, au cours desquels il est devenu clair qu'il y a suffisamment de pétrole dans le monde. Pour l'instant, il y en a assez. Le marché a donc observé et dit « Vous savez, tout d'abord, tout cela est temporaire ». Voilà ce que nous avons dit, nous, les employés du spéculateur sur le marché. Au début de ce lundi, nous avons fait monter les prix autour de $81 le baril, puis nous avons observé ce qui se passait. Et nous avons tout fait redescendre, 78, pas plus. Peut-être que ce sera un nouveau corridor qui prend en compte tous les risques. Dans le même temps, la Russie a immédiatement tenté de profiter de cette hausse des prix, mais en anticipant un peu, disons-le, en vain. Et voici pourquoi. Premièrement, la Fédération de Russie continue de rencontrer d'énormes problèmes pour transporter ses matières premières. Les frappes ukrainiennes, à longue portée, ont déjà détruit ou endommagé 7 des 8 terminaux pétroliers dans le port clé de Novorossiysk. La pression des sanctions occidentales se poursuit également, ainsi que la lutte contre la flotte fantôme de Poutine. Il existe différentes méthodes pour réduire leur capacité d'exportation. En plus de nos propres ripostes à longue portée, il existe encore certaines mesures. Des sanctions visent les pétroliers, les entreprises, les entités, le transport de marchandises. Des restrictions sont imposées aux capitaines et aux équipages, ainsi que la possibilité que ces pétroliers ne soient ensuite pas relâchés. De plus, comme le soulignent les experts, la Russie ne peut pas augmenter sa production de pétrole. Cela signifie donc qu'elle ne pourra pas profiter de la hausse temporaire des prix pour vendre de plus gros volumes. Le volume de production en Russie diminue et continuera de diminuer. Il ne sera plus possible d'augmenter cette production, quoi qu'il arrive. Et si l'on examine la situation, eh bien, il y aura probablement une augmentation notable des revenus pétroliers et gaziers, c'est-à-dire qu'il y aura certes une baisse, mais elle ne sera pas aussi forte que prévu. En ce moment, à partir de décembre, par rapport au même mois de l'année précédente, décembre, janvier, février, les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de moitié, soit de 50%. Et cela continuera. Le Kremlin recevra effectivement un peu plus que prévu pour ses expéditions actuelles. Cependant, après la stabilisation de la situation au Moyen-Orient, la baisse des prix et des volumes de pétrole vendus provoquera en Russie un effondrement grandiose. À propos, on en parle déjà ouvertement. Les financiers russes. Si l'on regarde, disons, les calculs de divers économistes russes, y compris ceux proches du pouvoir russe, de l'élite comme le Centre d'analyse macroéconomique, ils disent en général que, toutes choses égales par ailleurs, la croissance, si elle a lieu, sera de 0,5 à 0,8% en Fédération de Russie. Et c'est pourquoi il n'est pas question de dire qu'une pluie d'argent va s'abattre aujourd'hui sur Poutine. Il convient de rappeler que c'est précisément le pétrole russe, sur lequel repose le régime de Poutine, qui, malgré toutes les fluctuations du marché, n'a pas vraiment augmenté en valeur.
Dans le même temps, la panique des premiers jours de la guerre au Moyen-Orient retombe peu à peu et les fournisseurs trouvent déjà des voies alternatives de livraison. Pour l'instant, en tout cas, les observateurs notent que les changements sur, disons, l'Ural, le pétrole livré à la Fédération de Russie, sont pratiquement imperceptibles. Alors attendons un peu. Et j'ai tout de même le sentiment que la situation sur le marché va se stabiliser assez rapidement. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a aujourd'hui une offre excédentaire de pétrole sur le marché, et d'un autre côté, les pays essaient de trouver rapidement des solutions alternatives. Des itinéraires de contournement, par exemple. Si l'on ne peut pas faire passer le pétrole par le détroit roumain, certains pays envisagent des solutions impliquant des transbordements via la mer Rouge, et ainsi de suite. La hausse mondiale des prix a également touché l'Ukraine. Par exemple, le gaz a augmenté de 20% ces derniers jours, le carburant aussi a pris de la valeur, ce qui s'est déjà répercuté sur les stations-service. Dans le même temps, les experts notent que la hausse des prix en Ukraine est inférieure à la moyenne européenne. Et les délais annoncés à Washington pour la fin de la guerre contre l'Iran permettent de prévoir qu'à la fin du mois, les prix des produits pétroliers commenceront à baisser. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour d'autres nouvelles brûlantes du front, regardez la prochaine édition.